Là où les autres s'arrêtent, lui commence. Bob vous dit toute la vérité, celle de ses invités. BTLV. Salut tout le monde et bienvenue dans ce nouveau live BTLV. Pour tout vous dire, c'est un faux direct car je vous propose ce soir une émission qui est enregistrée car nous sommes en train de voguer sur les flots de la croisière du mystère et de l'inexpliqué. Quoi qu'il en soit, comme le veut la tradition, ce soir encore, je vais vous dire toute la vérité, rien que la vérité, sur l'IA, l'intelligence artificielle. Alors bonsoir, bienvenue, je suis Bob Belanca. OVNI, paranormal, mystères archéologiques, en replay et podcast. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. BTLV, explorer l'inconnu, découvrir l'inattendu, un slogan que l'on peut associer à l'intelligence artificielle, l'IA, qui est au cœur de notre soirée. De nombreuses questions seront posées, mais la plus importante est celle-ci. L'IA sonne-t-elle le glas de l'humanité? Pour en parler, deux invités, Emmanuelle Darls, docteur en informatique, enseignante et chercheuse, mais aussi François Desmier. Bonsoir à tous les deux. Bonsoir Bob. Je suis ravi de vous accueillir, Emmanuelle, ravi parce que vous êtes l'auteur de cet ouvrage que l'on va voir ici immédiatement à l'écran, IA, illusion d'avenir, les dangers de l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, ça colle avec le thème de ce soir, et c'est un peu vous qui m'avez donné l'idée de faire cette émission. Donc je suis ravi de vous accueillir en direct ce soir sur BTLV, enfin en faux direct. Alors il y a aussi, comme à l'accoutumée, il vient souvent dès qu'on parle d'intelligence artificielle, c'est le sieur François Desmier. Salut mon François. Salut Bob. Je suis ravi de t'accueillir. Moi aussi. Je rappelle que toi, tu es dans l'actualité également, et depuis pas mal de temps avec cet ouvrage, oui. Ainsi parler ChatGPT, dialogue avec un esprit artificiel. Tiens, à ce propos, mon François, on va peut-être commencer par toi. Est-ce que ça a évolué, ChatGPT ? Ça va de plus en plus vite. C'est-à-dire qu'aujourd'hui, ChatGPT a une mémoire, on peut, même au niveau de l'image, quand tu vois, on en voit partout maintenant sur les réseaux sociaux, les images de... Aujourd'hui, j'ai vu, je ne sais pas si on peut dire aujourd'hui, mais aujourd'hui, j'ai vu Nicolas Sarkozy qui tombait. Enfin, alors, c'était il y a 3 semaines. Voilà. Voilà. Le mec pourrit tout. Bon, heureusement qu'on vous a prévenu que c'était un faux direct. J'ai fait exprès. Et donc, ça va vraiment... demain, on pourra te remplacer par une IA. Mais d'ailleurs, c'est un peu fou, parce qu'on va parler bien sûr de cette humanité et de ce bouleversement sociétal. Moi, j'ai vu la dernière fois un truc qui m'a fait beaucoup rire. Il y avait Bayrou qui dansait, Macron qui dansait, et c'est fait. Mais c'est absolument redoutable. C'est-à-dire que c'est absolument incroyable. Alors vous qui êtes docteur en informatique, est-ce que vous avez vu au fil des années, parce que j'imagine que vous n'êtes pas docteur en informatique depuis hier, est-ce que vous avez vu arriver ChatGPT, enfin l'intelligence artificielle? Alors, comme nous la connaissons aujourd'hui, ça a été vraiment, je pense, un bouleversement, une révolution. Moi, j'ai assisté un petit peu à l'avènement, vous savez, moi quand j'étais étudiante, on m'enseignait les systèmes experts en Prolog. Prolog qui est un langage de programmation pour faire justement des raisonnements, etc., pour informatiser tout ça. C'est vrai que les IA génératives étaient encore à l'ère de la recherche, notamment dans les laboratoires de Google. Et on voit aujourd'hui une véritable révolution qui est plus peut-être aussi une révolution technique, mais qui soulève également une forte question anthropologique. Et je pense et c'est ça qu'adresse vraiment mon livre IA, illusion d'avenir. Mais ça commençait quand? Parce qu'il y a eu Elisa dans les années 60. C'est à partir de ce moment-là qu'on a su... Non. En fait, on a eu vraiment un gros chamboulement à partir de l'an 2000, grâce justement au cloud computing, à l'avènement aussi des GPU qui ont beaucoup gagné en puissance. Et il faut comprendre que derrière les algorithmes, il y a toujours la question des aspects computationnels, de comment répartir les calculs, parce qu'on a des grandes masses, des gigantesques masses de données, et tout ça, il faut pouvoir les traiter. Et si on veut les traiter dans un temps quand même assez limité et pas attendre par exemple 10 ans, il faut mettre en place il faut trouver en tout cas des procédés hardware, donc au niveau processeur, capables de pouvoir faire des calculs rapidement. Et c'est avec justement la révolution autour des nouveaux GPU de NVIDIA, donc les processeurs graphiques, que nous avons assisté en fait vraiment au déploiement de ces intelligences artificielles. Mais comment vous expliquez, Emmanuelle, que ça va si vite? C'est-à-dire qu'on a la sensation, moi je vous cache pas, moi j'utilise tous les jours ChatGPT, donc alors je devrais dire le chat ou Mistral, je sais plus comment, c'est le français, hein, donc voilà, mais je trouve ça moins simple et moins intuitif que ChatGPT, mais quoi qu'il en soit, que ce soit l'un ou l'autre, voilà, ça se développe à une vitesse qu'on fait.
Est-ce que c'est vrai que l'intelligence artificielle peut aujourd'hui se passer de l'homme et s'augmente elle-même? Alors, moi, je pense que ça, c'est une légende pour le moment. Alors, Pour le moment, je pense. Bien sûr. Je pense que c'est à l'instant. Parce que dès l'instant où on l'apprend à travailler, Bien sûr. donc il travaille tout seul. Oui. Parce que j'ai vu que dans les systèmes de sécurité, j'avais assisté à une conférence dans une grosse entreprise qui s'occupe de ça, justement. Ils apprennent les algorithmes à travailler. Donc, au bout d'un moment, ils travaillent tout seuls. C'est-à-dire que si on leur apprend à travailler seuls, Ouais. ils vont travailler seuls. Ce sont des algorithmes auto-adaptatifs. Ça existe aussi dans d'autres domaines, en fait. Mais pour le moment, on a besoin encore de l'être humain déjà pour aller spécialiser les modèles, pour aller étiqueter les données. Ça, pour le moment, il n'y a pas d'IA pour le moment on va dire, qui s'auto-réplique elle-même. Enfin, connu. Peut-être que ça arrivera, oui, connu au grand public. Parce que j'imagine que derrière, il y a des mecs qui travaillent pour, comme dans James Bond, diriger le monde. Ça, bien sûr, mais ça, moi, je ne peux pas l'affirmer. Bien sûr. C'est des supputations, des théories, voilà. Bien sûr. Mais on peut imaginer qu'effectivement, on peut avoir des IA qui sont capables de s'auto-répliquer et pourquoi pas, qui pourraient très bien utiliser leurs algorithmes de classification d'images pour ajouter des labels à des données, par exemple, inexistantes. Alors, je parle de classification d'images, mais des classifications de données au sens le plus large du terme. Donc, effectivement, à l'instant T, il y a encore ce rôle, justement, de l'être humain au sein même, finalement, de ces process algorithmiques. Il a encore sa place, quoi. Oui, et d'ailleurs, ce qui est assez controversé, puisque ce qu'on sait, c'est que ce sont surtout les petites mains, dites les petites mains de l'IA, c'est-à-dire en fait des personnes qui travaillent par exemple aux Philippines, au Kenya, en Inde, et qui sont rémunérées moins de 2 $ de l'heure, qui en fait étiquettent par exemple les données, etc. Et ça, c'est une forme de nouvel esclavagisme moderne du 21e siècle. Je pense qu'on peut parler du mot esclavagisme. On passe des chaussures à l'IA, quoi. Oui, tout à fait. C'est qu'on a fabriqué... on a... Justement, en fait, on dit, oui, l'IA nous promet, par exemple, une meilleure économie. L'IA nous promet... Mais derrière, en fait, on occulte toutes ces questions-là, toute cette face cachée, et c'est ce que je démontre précisément dans mon livre. Mais c'est ce qui m'a étonné, parce que dans votre livre, le tableau, il n'est pas forcément joyeux, hein, c'est-à-dire qu'on se dit qu'on est sur une pente descendante et que j'ai oublié de trouver le frein à main et qu'on va prendre le mur. Alors que certains disent que c'est du travail en moins, on va avoir du temps pour nous, etc., etc. Vous n'y croyez absolument pas? Alors, moi, ce que j'adresse vraiment dans ce livre, ce n'est pas en fait une dystopie, enfin, ce n'est pas une utopie technologique, ni une dystopie alarmiste ou fataliste. C'est vraiment l'image du futur, une lucidité et par il y a cette recherche toujours d'aller plus vite, toujours plus vite, d'être toujours plus efficace, d'être optimisé, etc. À un moment donné, la question est-ce qu'on veut, en fait, est-ce que la société a besoin d'un progrès qui va toujours de plus en plus vite ou d'un progrès qui libère? On en parlait sur ce plateau avant cette vidéo, et il est vrai que ChatGPT peut automatiser des tâches pour le moins pas forcément très intéressantes ou nous permet de pouvoir concevoir les choses plus rapidement. Mais il faut bien comprendre aussi qu'à chaque fois qu'on utilise un outil basé sur cette technologie, il y a aussi un phénomène de désapprentissage. C'est-à-dire qu'on désapprend finalement à faire fonctionner notre esprit. Le cerveau, il faut garder une certaine gymnastique et pour pouvoir conserver également nos savoirs et notre capacité à réfléchir. Est-ce que vous nous annoncez un monde, parce que tous les gens qui connaissent BTLV ont dans la tête, dans un coin, l'image du Terminator. C'est-à-dire qu'à un moment donné, est-ce que ça va être l'avènement de la machine, du robot? Je recevais ici, il y a quelques années, J.R. Dos Santos, je ne sais pas si vous connaissez, qui est un auteur à succès portugais, qui est le présentateur du journal télévisé du soir à la télévision portugaise et qui a fait un best-seller qui s'appelait Dieu à la fin, je ne sais plus comment ça s'appelle, je suis désolé pour ceux qui vont m'arracher les cheveux que je n'ai plus, mais quoi qu'il en soit, il me disait que lui, dans toutes ses recherches, parce que c'est un scientifique qui est devenu journaliste, et qui disait qu'en fait, l'homme, automatiquement,
deviendra une machine. C'est-à-dire que alors c'est pas demain, mais dans les années, les siècles, parce que de toute façon déjà, on ne pourra pas supporter la chaleur du soleil qui se rapproche, etc. Donc, est-ce que le Terminator aura un jour pour vous une réalité, le robot humain qui peut être sympa, mais qui peut aussi se rebeller? Ça, c'est vraiment l'idéologie transhumaniste. Ouais, mais bon, elle fait peur quand même. Enfin, quand on regarde, on se dit waouh. Les gens en ont peur. Il y aura toujours des rebelles, quand même. Il y aura toujours des révolutionnaires qui viendront. Oui, mais les machines, un robot, c'est costaud. Moi, j'ai un peu de mal avec ce discours-là, qui consiste à dire, en fait, pour pouvoir survivre, on a besoin d'être augmenté. Ouais. Et ça, c'est vraiment presque le discours aussi de Laurent Alexandre, qui nous dit, sur des plateaux télévisés, on a besoin d'être plus intelligent, ou alors les enfants qui seront pas très intelligents d'ailleurs. Qu'est-ce que c'est que l'intelligence sans la définir, c'est un peu borderline. Pourront avoir des implants pour les rendre plus intelligents. Ouais, moi, ils seront plus instruits, ils ne seront pas plus intelligents. La question, c'est ça, c'est qu'est-ce que c'est que l'intelligence? Est-ce qu'on parle de la connaissance? Est-ce qu'on parle finalement de savoir? C'est la réflexion, l'intelligence. Oui, et puis il y a aussi tout l'aspect, on va dire, émotionnel. Bien sûr. Auquel vraiment, on est d'accord, qu'on occulte complètement, en fait. Donc, mais ça, la machine pourra le faire. La machine n'a pas d'émotion. La machine imite les émotions. Maintenant, mais on va lui apprendre l'émotion. Est-ce que vous pensez qu'on pourrait lui apprendre l'émotion? Alors, il y a déjà des modèles qui permettent de mimer. Et d'ailleurs, il y a eu une étude de Stanford en 2025 qui a montré que 92% des IA conversationnels, donc des assistants ou même des assistants vocaux, arrivent à détecter les émotions de leurs utilisateurs. Ah ouais. Donc, ça va loin. Elle arrive, mais oui, mais derrière se pose la question après finalement de la manipulation, parce que si vous êtes face à une machine qui capte votre émotion et qui derrière vous fabrique une réponse pour aller stimuler votre engagement, etc., c'est une forme de manipulation invisible. Bien sûr. Et il est là le véritable problème, c'est que tout notre propre souveraineté, qu'elle soit numérique ou même cognitive, nous la déléguons à des algorithmes, à des machines, soi-disant au nom du progrès, mais sans définir de ce que c'est réellement que le progrès. Alors, on va continuer à parler de tout cela, bien sûr, ce soir. On est en direct, un faux direct, car, je vous le rappelle, nous sommes en croisière et on voulait quand même proposer cette émission sur l'intelligence artificielle. N'hésitez pas, bien sûr, quand même à commenter sur les réseaux sociaux, parce que vous le savez, vous qui me suivez, je réponds a posteriori à tous vos messages et je prends un malin plaisir à le faire. La révolution positive ou le diable s'habille en IA, c'est la question que je poserai à mes invités dans quelques instants, à savoir Emmanuel Dart et François Desmier. En attendant, sachez qu'on vous propose beaucoup de choses sur BTLV et on va aller sur la scène du Forum 104. Regardez. Le samedi 6 décembre, au Forum 104, préparez-vous à vivre une journée spéciale Sonofréquence, aux côtés de Françoise Nallet, experte en mémoire cellulaire. Grâce à ses vibras méditations et au travers de ces messages reçus spécialement pour vous en canalisation directe, vous serez guidé pour agir sur vos blocages conscients et inconscients et vous libérer en profondeur. Vivez une expérience vibratoire et initiatique unique au service de votre bien-être. Sonofréquence, une invitation à un voyage intérieur, une porte ouverte vers des dimensions invisibles de vous-même, où résident vos forces et vos blessures. Un moment sacré et une reconnexion vibratoire avec votre essence profonde. Alors si vous souhaitez entamer un chemin vers une transformation intérieure profonde, rendez-vous le samedi 6 décembre au Forum 104. Place limitée. Infos et réservations avec le lien dans le chat ou sur btlv.fr. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu. Je peux vous dire que c'est déjà un succès puisque vous êtes nombreux et nombreuses à vouloir venir sur cette scène du Forum 104 pour découvrir ce que Françoise propose. Françoise qui est une star de la maison, donc profitez-en. Dans la vie, il y a ceux qui savent et ceux qui ne savent pas. Choisissez bien votre camp. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Et c'est ici que ça se passe, bien sûr, le mercredi sur tous les réseaux sociaux de BTLV, Facebook, YouTube et Twitch. On est bien sûr heureux de vous accueillir pour évoquer, voilà, ça s'affiche à l'écran, la fin de l'humanité avec un gros point d'interrogation, bien sûr, quand il s'agit de l'intelligence artificielle. On va revenir, si vous le voulez bien, Emmanuel et François, sur la question que j'ai posée juste avant la pause. L'IA, une révolution
positive ou pour vous, le diable s'habille en IA, François? Ça dépend de tout ce qu'on va en faire. On disait tout à l'heure, on parlait de formatage. Mais le formatage, l'humain se le fait tout seul. Donc l'important, c'est de savoir qui contrôle cette IA. Parce que moi, quand je fais... Est-ce que quelqu'un la contrôle encore? Oui, quand je travaille, est-ce que ce que je dis, est-ce que ça peut être pris contre moi? Est-ce que... je ne sais pas. Pour l'instant, on n'a pas vraiment de réponse à ces questions. Donc moi, je pense que ça va très 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 vite. Je pense que comme l'arrivée du train ou de toutes les innovations, l'aviation, enfin... tous les domaines médicaux, je pense qu'on ne mesure pas jusqu'où ça va aller, quoi. Oui, la seule différence, enfin, peut-être qu'Emmanuel serait d'accord avec moi, c'est que le train, il ne dirigeait pas notre vie. Tandis que là, on a la sensation ça a changé la vie de... Ça a changé la vie, mais ça ne dirige pas la vie. Les gens sont dirigés plus vers les villes, plus cette immigration. Aujourd'hui, avant, il y a eu une migration physique, et maintenant, avec l'IA, on fait carrément une migration de notre cerveau, quoi. Oui, et puis ça dirige un peu nos vies, parce que quand vous regardez, par exemple, les jeunes avec les applis de rencontre, en fait, ça dirige finalement la personne sur sa moitié, c'est-à-dire qu'on va décider pour elle, celle qui sera la mieux pour lui ou pour elle, quoi. Vous voyez, pour avoir des enfants. Bah oui, ça va être un peu compliqué. Alors le diable, il se cache dans l'IA ou pas, Emmanuel? Alors moi, je pense que c'est ni l'un ni l'autre, parce que je crois très fortement que c'est d'abord à la société de décider le chemin qu'elle souhaite emprunter vis-à-vis de l'IA. Et pour ça, je pense qu'il faut un débat public, et c'est d'ailleurs pour ça que j'appelle à la vigilance active, et que ce livre, justement, se finit par un manifeste. Je pense que l'IA, au contraire par exemple, d'un outil comme le marteau, ou alors même la révolution de l'imprimerie, en fait, se pose la question derrière, comme vous l'avez souligné, Bob, du contrôle de la pensée. Et un outil n'essaie pas de vous manipuler. Un outil, vous le prenez, vous faites ce que vous avez à faire, etc. Alors que là, en fait, il y a un process de contrôle qui est inhérent justement dans les algorithmes dits en fait intelligents. Et je pense que c'est tout là le problème. Derrière l'intelligence artificielle, il y a aussi des visées politiques. Et ça, il faut bien le comprendre, parce que 74% par exemple justement, des chats GPT, des Gemini, des IA, on va dire, génératives, contiennent des biais de données idéologiques pro-progressistes occidentaux. Et mais on arriverait à le contourner, ça. Eh bien non, justement, pour le moment, il n'y a pas de méthode. Je l'ai trouvé très wokiste à un moment donné, et au bout d'un moment... On peut adapter justement le prompt, etc. Mais une fois votre session refermée, c'est fini. En fait, ce qu'on lui a donné à manger à l'intelligence artificielle, elle va s'en servir de toute façon. Exactement. Et c'est dans ces données-là que se cachent justement ces biais de données. Ces biais de données qui sont d'ailleurs connus par tous les spécialistes du domaine, même pas les instances politiques comme le Parlement européen qui les fait transparaître dans l'AI Act. Donc, il y a un problème à un moment donné de ce qu'on souhaite ou de ce qu'on ne souhaite pas. La vraie question, c'est pas ce que peut faire l'IA. La vraie question, c'est que qu'acceptons-nous? Excusez-moi. Qu'acceptons-nous? C'est pas facile. Qu'est-ce qu'on accepte? Excusez-moi, j'ai du mal à m'exprimer. Qu'acceptons-nous de déléguer ou pas à des intelligences artificielles? Oui, mais le problème, c'est que vous parlez de... Il faut que les sociétés décident, mais c'est mondial. Et aujourd'hui, un Chinois, un Américain, un Péruvien, on n'a pas les mêmes notions de ce qu'est la liberté, de ce qu'est... Bien sûr, tout à fait, ça pose la question de la liberté. Mais vous savez, quand la pensée devient prédictive, la liberté devient forcément optionnelle. Et je pense qu'il est là le véritable débat. Pour le moment, on va dire pour l'heure, il est question d'IA au niveau européen pour aller justement contrecarrer les États-Unis et la Chine, voire même la Russie, qui ont eu de spectaculaires avancées dans cette matière. Pour autant, on a un espèce de cadre législatif au niveau européen qui est une raquette. Il n'y a rien. Y a rien même dedans. la question de la responsabilité. Qui est responsable en cas d'erreur? Personne ne peut le dire, en fait. Parce que cette réponse-là n'est pas adressée dans les textes législatifs qui sont rentrés. Mais quand je vous entends, ça veut dire qu'on ne peut pas la contrôler aujourd'hui. Comment? On ne peut pas la contrôler. Bien, en fait... Parce que s'il n'y a personne qui dit « je suis fautif », ça veut dire qu'elle est en roue libre, en fait. Non, et c'est une délégation, quelque part, c'est une délégation de responsabilité. C'est-à-dire qu'en fait, on dit « ah si un problème, on dira
Le médecin dira, c'est pas moi, c'est l'IA. Le juge dira, c'est pas moi, c'est l'IA, etc. Donc finalement, qui est responsable? Et au final, personne. Mais les victimes, par contre, resteront des victimes. Donc ce qu'il faut, c'est à un moment donné réintroduire dans l'espace public un débat, réintroduire aussi la notion d'éthique. Et la notion d'éthique, pour le moment, n'est pas adressée. Je veux dire, on a des guidelines au niveau, au niveau européen, avec des directives, des papiers, etc., des white papers qui sortent de la Commission européenne. Pour autant, il n'y a rien, en fait, de stable. Et tout reste encore... Comment se mettre d'accord? C'est impossible de se mettre d'accord. Parce que comment voulez-vous que c'est tout le monde... c'est-à-dire qu'en fait, tout le monde va tirer sa couverture en disant, moi, je dis... Ah, puis, on sait très bien ce que l'on dit, ce que l'on montre et ce que l'on ne montre pas. Il y a des enjeux géopolitiques qui vont dire, moi, d'accord pour ça, mais derrière, il y aura toujours quand même des vicieux. Évidemment. Évidemment qu'il y aura toujours... on n'a même pas le contrôle d'Internet aujourd'hui, donc... Non, c'est vrai, mais par contre, on peut peut-être sensibiliser l'opinion publique justement à ces biais. On peut réinformer le citoyen. Il y a eu une enquête il n'y a pas très longtemps, qui stipulait que à peine 15% des Français comprennent ce que c'est qu'un algorithme. Donc vous avez 85% des Français qui ne comprennent rien. Si on vous dit comment... si vous prenez un marteau, si vous prenez un tournevis, si vous prenez même une imprimante, etc., vous pouvez... on va dire, comprendre le fonctionnement global. Généralement, on comprend bien. Voilà, sans tomber dans les détails techniques. Là, on a 85% des Français qui sont incapables de définir ce que c'est qu'un algorithme. Donc forcément, s'ils seront victimes d'une erreur, comment est-ce que vous voulez leur donner les clés pour pouvoir justement s'opposer à tout ça? Il est là le vrai challenge, je pense. Et c'est pour ça que j'ai écrit cette trilogie, parce que pour remettre déjà le débat au sein de l'espace public, du moins en tout cas c'est le challenge que je me pose de relever, mais également pour pouvoir informer le grand public, rééduquer en fait la société, peut-être... Sauf que pour les gens de notre génération, nous on l'a vu arriver, mais les jeunes qui arrivent aujourd'hui, pour eux, ce sont des choses tout à fait naturelles, donc peut-être qu'ils le vivront différemment. Tout à fait naturel, je sais pas. Parce que on peut pas dire... Quand on voit des enfants maintenant de 3 ans qui sont sur des écrans... Oui, mais il y a utilisé un smartphone, il y a utilisé une tablette ou une console et comprendre comment ça fonctionne. Et ça, c'est vraiment bien différent. Alors, il y a des questions qui vont bien sûr être soulevées par ceux qui nous regardent ce soir. C'est qui va souffrir en premier? Parce qu'en fait, aujourd'hui, on est une société, certains sont en col blanc, et on dit dans l'IA que c'est eux qui vont le plus souffrir en premier. Ceux qui surfé sur la vague il y a quelques années, ceux qui étaient en costume-cravate, qui étaient dans les industries financières, dans les bourses, etc., c'est eux qui vont morfler le plus. On voit déjà que les codeurs en informatique sont destinés à disparaître. Alors, il va falloir qu'ils se réinventent, c'est-à-dire qu'ils vont peut-être contrôler l'IA par la suite, mais là, pour le coup, aujourd'hui, on fait coder ChatGPT et on arrive à voir ce que l'on veut. Qui va trinquer en premier pour vous, Emmanuel? Alors justement, pour vous répondre, il y a une étude de Stanford en 2025 qui a estimé que 47% des emplois au niveau administratif pourraient être remplacés par des IA. C'est énorme, hein? Alors, on parle beaucoup de dettes, etc., mais est-ce que la solution, c'est de mettre au chômage des gens? Est-ce que la solution, c'est tout automatiser par des algorithmes? Moi, je connais des personnes dans mon entourage qui utilisent l'IA pour faire leurs lettres juridiques. D'ailleurs, on en parlait en off sur ce plateau. Mais pour autant, une IA ne va pas aller vous défendre dans un tribunal. Une IA ne va pas aller prendre à cœur votre dossier, etc., va suivre votre dossier. On a besoin quand même d'un être humain. Et cet être humain, il a fait des années d'études pour avoir ses connaissances. Il a fait des années d'études pour pouvoir plaider devant un juge. Alors moi, je vous coupe sur les études, parce que j'ai vu un sujet il n'y a pas longtemps. Les mômes qui sont en 3e, 4e, ou même qui sont en seconde, terminale, là. Mais en fait, ils apprennent plus rien. Hein. C'est-à-dire que moi, j'ai vu, et les gamins disaient non, mais moi, mon truc, je l'ai fait faire par ChatGPT. Sauf qu'ok, il sait comment appuyer sur le bouton pour avoir la réponse, mais est-ce qu'il la lit au moins la réponse avant de la livrer, et est-ce qu'il la comprend? C'est ça qui est le drame. Parce que, effectivement, on peut se dire, tiens, j'ai pas le temps de faire une disserte, mais au moins la lire, l'appréhender, la remanier, là, rien du tout. Non, mais ça, c'est... Ils vont tous avoir le bac, déjà qu'ils l'ont beaucoup, souvent, et facilement, mais est-ce qu'ils vont même, au sein de ce bac, être capables de ressortir quelque chose?
c'est la fabrique, sans vouloir... c'est la fabrique du crétin, de toute façon. Je crois qu'on est à l'ère de la fabrique du crétin. Parce qu'on est face justement à une jeunesse qui, finalement, reste dans le confort. Et ne va plus en sortir. Sauf que la vie, c'est pas du confort. Ils lisent plus, ils écoutent, ils regardent. Il faut faire aussi ses expériences, Bien ses sûr. propres expériences subjectives. C'est pas la faute des enfants, c'est la faute des parents, parce que j'ai vu l'expérience dans des écoles maternelles. Il y a des enfants qui se mettent en colère, qu'on dit autistes, ils tournent les cubes, parce qu'ils pensent qu'un cube, c'est comme une tablette. D'accord. Et comme on ne peut pas l'expliquer, ils se mettent à la colère et ça fout le bordel dans une classe. Après, il y a surtout un abandon de l'éducation, parce qu'on a trop mis l'éducation sur l'instruction. C'est-à-dire qu'en fait, on a confondu l'instruction et l'éducation. Mais je le dis toujours, on devrait appeler ça l'instruction nationale et pas l'éducation nationale. Parce que bon, ça fait vieux réac, hein, mais dans tous les cas, c'est comme ça que ça devrait être. Mais pour revenir au juridique, moi j'ai un problème juridique depuis des mois que je traite et que je m'aide avec l'intelligence artificielle. Mais l'intelligence artificielle agit comme un humain. Un juge ne donnera jamais le même résultat qu'un autre juge. Donc moi, quand je pose une question sur un problème que j'ai juridique, la première fois, il me donne une réponse. Je suis content, j'ai la réponse. Et puis quelques jours plus tard, il le voit sous un autre angle. Donc finalement, c'est moi qui suis le chef d'orchestre. Mais un avocat, qu'est-ce qu'il peut faire plus que moi? Il aura exactement les mêmes informations. Bien sûr, mais je crois que le métier d'avocat ne se résume pas à aller chercher des textes de loi. Il est là aussi pour apporter une analyse fine. Ça, ChatGPT le fait. Bien sûr. Oui, mais le ChatGPT sera personne à la barre. Ce ne sera pas GPT qui sera à la barre. Quand on voit le prix des avocats. Oui, alors peut-être qu'un jour on aura des robots. Mais je comprends le débat sur qui va gagner, qui ne va pas gagner. Est-ce qu'on va encore avoir besoin des hommes? Moi, j'aime bien l'idée qu'aujourd'hui, effectivement, ces cols blancs, alors je me mets dedans, parce que je fais un travail plutôt intellectuel plutôt que manuel, mais quoi qu'il en soit, je sais que, par exemple, il y a eu une chaîne aux États-Unis qui a été lancée, une chaîne d'information avec des présentateurs virtuels, donc qui n'existent pas. Il y aura demain des films avec des comédiens virtuels, donc tout ça. Déjà, oui. Mais est-ce que, finalement, il va pas falloir remettre comme le clocher au milieu du village, l'artisanat au cœur les travaux, les travails, en tout cas manuels, pas les travaux, les travails manuels, les boulots. Je me souviens que moi, quand j'étais gamin, le boucher, il était montré du doigt, l'ébéniste aussi. Aujourd'hui, c'est peut-être eux qui vont avoir et qui vont gagner parce qu'ils vont avoir un talent dans leurs mains que l'intelligence artificielle. Alors bien sûr, il y aura toujours des trucs en 3D, etc., qui vont pouvoir faire, mais l'ébéniste qui va travailler son bois, ben, lui, il aura peut-être toujours du boulot. Oui, alors il y a la question j'aime le penser. Des savoirs et du savoir-faire qu'une IA ne pourra pas parce qu'elle reste immatérielle. Mais il y a la question aussi de la qualité de la réponse, peut-être de la part d'humanité que nous souhaitons conserver au sein même de notre société. Moi, je crois que... Alors, moi, j'ai fait beaucoup de conférences, au cours de ces 2 années sur l'intelligence artificielle, et j'ai rencontré vraiment des personnes de multiples horizons. Et j'avais rencontré il y a à peu près 1 an et demi, justement, quelqu'un qui travaillait dans la mode, qui dessinait des croquis pour un grand couturier. Et il me disait, mais aujourd'hui, dans la mode, en fait, tous mes collègues utilisent l'IA pour leurs croquis. Bon, ça pourrait peut-être expliquer certaines choses qu'on voit effectivement à la fashion. Mais comme les graphistes, comme tout cela. Oui, en fait, mais je pense qu'à un moment donné, il y aura peut-être 2 voies possibles, comme avec le Made in China, les choses fabriquées à la chaîne. Le bio ou pas bio, quoi, en fait, en gros. Oui, le Made by Human et le Made by AI. Et la question, ce sera 2 choses différentes, 2 mondes différents. Sauf que du coup, c'est ceux qui auront de l'argent qui pourront faire le Made by Human et comme la malbouffe. Ça va créer, bien sûr, ça va créer des fractures au niveau sociétal. C'est évident, mais ça en crée déjà. En fait. Donc, qui aura l'argent, puisque... Oui, et puis... si on en a encore. Il faudra acheter les choses, donc si personne ne travaille, ça va être compliqué. Évidemment. Et puis, il y a la question aussi des utilisateurs. Il y aura toujours ceux qui pourront finalement se permettre d'utiliser des intelligences artificielles pour aller plus vite, etc. Ou même des grandes entreprises qui continueront à avoir un espèce de monopole, notamment les entreprises de la Silicon Valley, d'avoir un monopole sur ces technologies-là. Et puis, les petites entreprises qui resteront forcément en marge. Donc, bien sûr, ça va fracturer. Ça augmentera les fractures de notre société. Mais l'IA... c'est aussi le catalyseur
de nos propres fractures, de nos propres inégalités. Et il est là, justement, il est là aussi le problème, en fait. Est-ce que c'est pas finalement le mur que tout le monde redoute depuis des dizaines et des dizaines d'années? On dit voilà, on est lancé à corps perdu dans une course folle et que le mur, on va le prendre. Alors, nos ancêtres ont vécu les guerres. Est-ce que finalement, la prochaine guerre, c'est pas l'IA? Vous voyez ce que je veux dire? Qu'on va se prendre le mur et qu'on va se dire, finalement, il faut tout remettre à plat, réinventer le monde et refaire ça. J'ai lu un bouquin cet été d'un auteur hyper célèbre, je m'en veux, parce que alors, il a écrit en 1947, on avait l'impression qu'il parlait d'aujourd'hui, c'est-à-dire qu'il y avait l'IA, il y avait tout, il y avait les écrans plats, enfin, c'est juste le visionnaire du mec. Et je me disais, mais... Et le livre commence par tout explose, quoi. Voilà, donc, et on repart à zéro. Et est-ce que c'est pas ça qu'il va falloir faire? Est-ce que c'est pas le mur? Moi, je crois qu'on est déjà dans cette guerre. Parce que quand vous avez des sociétés qui se permettent de censurer ou même de pouvoir aller vers une espèce de conformisme au niveau de la pensée pour aboutir à une pensée unique, une guerre informationnelle, une cyberguerre, je crois qu'on y est déjà. Donc le mur, oui, nous allons nous le prendre, mais je crois qu'on le prend déjà finalement, mais personne n'en a réellement conscience. Certains se sont fait censurer pendant la crise sanitaire. Il y a eu... Justement, on a repris le contrôle, puisque maintenant on libère les choses... Beaucoup de choses sont connues aux États-Unis, alors que nous, en France, on n'en parle pas du tout, quoi. Beaucoup de choses, mais pour autant, par exemple, je vais prendre le cas au niveau européen. Vous savez, j'ai reçu avec mon collègue mathématicien Vincent Pavon une lettre nominative de l'Agence européenne du médicament qui nous a ordonné de supprimer toutes nos données et tous nos calculs sur les effets indésirables. Alors, on a le droit de ne pas être d'accord par rapport à la vaccination, etc. Le débat n'est pas là. Mais pour autant, je crois que quand on s'arroge le droit de dire ce qu'on doit dire, ce qu'on doit penser, comment on doit vivre, avec un écosystème toujours de plus en plus contrôlé, qui va vers le contrôle, avec notamment chat control, avec l'EID Wallet, donc le portefeuille, l'identité numérique. Mais ça, le passe carbone. L'URSS l'a fait dans les années 30. Hein. Oui. Ils en sont sortis. Ils en sont sortis, mais là, en fait, on y va tout droit. Et puis là, c'est mondial. Hein. C'est-à-dire que là, il y avait encore l'URSS, maintenant, c'est tout le monde. La Chine, il y avait pas mal de pays. Hein. Et là, en fait, on étend finalement cette espèce de modèle sociétal. Il y a un œil qui nous regarde. Ah oui, il y a l'œil de Moscou. C'est comme on disait, tu te rappelles? Mais c'est ça, c'est l'ère de Big Brother, finalement. Et l'IA, forcément, est un paramètre dans cette équation. Et c'est un paramètre extrêmement important. Et je crois qu'on ne peut pas, à un moment donné, se faire l'économie de mettre les questions sur la table. Voilà. On va dans quelques instants parler de l'économie, parce qu'en fait, c'est ce qui nous anime tous. Hein. On a beau dire j'aime pas l'argent, on est aujourd'hui, on se tient tous les pays se tiennent par la barbichette, et il y en a un qui tousse à droite, l'autre s'enrhume à gauche. Hein, vous voyez ce que je veux dire? Donc on va parler de tout cela dans quelques instants avec cette IA et cette question, est-ce la fin de l'humanité? À propos d'économie, je voudrais vous signaler que c'est Black Friday, c'est le mois Black Friday que vous allez pouvoir nous rejoindre pour 15 € par an pendant 10 ans. Ce qui veut dire que c'est 1,25 € par mois, c'est pas très cher. Profitez-en, c'est jusqu'à la fin du mois et après ce sera terminé. Donc c'est sur BTLV et nulle part ailleurs. Et puis beaucoup d'événements en ce mois de décembre avec BTLV. La preuve en est, on nous reproche souvent de faire des événements à Paris. Eh bien cette fois-ci, on va à Bordeaux. Regardez. BTLV et Pandora Events présentent le premier dîner médium. Le 11 décembre à Bordeaux, passez une soirée spirituelle exceptionnelle. Avec les médiums Élodie Ridolfi et Candice Médium, vivez un programme riche en émotions. Consultation de tarot, contact avec les défunts, séance de voyance, dîner convivial, conférences inspirantes. Le 11 décembre dès 19h, ne manquez pas le premier dîner médium au Bistrot 111 à Bordeaux. Infos et réservations sur btlv.fr ou avec le lien dans le chat. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.
Voilà, j'espère que vous prendrez un malin plaisir à nous rejoindre ce 11 décembre. J'y serai à Bordeaux, bien sûr, pour ce premier dîner médium. Ce sera l'occasion de nous y retrouver et puis de vivre une soirée exceptionnelle, comme l'a dit la dame. Dans la vie, il y a deux possibilités. Savoir ou ignorer. À vous de choisir. Bob vous dit toute la vérité pour ne plus jamais dire « je ne savais pas ». Et ça fait 14 ans que ça dure. Bien évidemment, on n'a jamais les réponses aux questions que l'on pose, mais on s'offre le champ des possibles. Et ce soir, avec Emmanuel Darl, qui est l'auteur de... C'est une trilogie, mais c'est celui-ci, il y a Illusion d'avenir. Et puis notre ami François Demier, donne-moi ton bouquin, Ainsi parlait ChatGPT. Vous le savez, vous le connaissez, puisqu'on a déjà fait des émissions autour de ChatGPT. On essaie d'avancer sur ce chemin de l'intelligence artificielle avec cette question, est-ce la fin de l'humanité? Et ça nous fait bien peur. En tout cas, ça nous interroge. Et ce soir, Emmanuel, je voudrais vous poser une question. J'ai lu un bouquin de Pierre-Alexandre Ponant, qui devait être là ce soir sur le plateau, mais qui est coincé au Brésil, donc tant pis pour lui, c'est dur d'être coincé au Brésil. Il voyait que on passerait avec l'IA de la rareté économique à l'abondance. Alors, est-ce que vous pensez que ça peut avoir une influence positive sur l'économie? Alors, mes compétences en économie sont relativement restreintes. Oui, mais en IA, non. Je suis surtout informaticienne, je ne suis pas économiste. Mais ce que je vois, c'est surtout une mainmise par des géants de la technologie qui détiennent plus de 75% du marché, on va dire, autour de l'intelligence artificielle, et avec des projections à 1000 milliards, notamment concernant, d'ici 2030, sur les IA génératives. Mais ça rapporte l'IA aujourd'hui? Ça rapporte surtout à ces sociétés, puisque finalement... Ça rapporte comment? Sous quelle manière? Parce que c'est... Ça rapporte effectivement quand vous vendez, par exemple, des modèles, quand vous vendez des données, quand vous vendez un essor. Et ça, c'est pas contrôlé du tout, alors? Ce n'est pas la question de ça. C'est la question, finalement, à qui ça rapporte. Est-ce que ça rapporte à la personne qui va se faire, finalement, licencier pour être mise à la place d'une IA? Est-ce que ça rapporte à la personne, par exemple, qui labellise des données au Kenya? Est-ce que ça rapporte, par exemple, au professeur qui va être remplacé par une IA pour faire cours à des écoliers? La véritable question, c'est à qui ça rapporte. Ça, par exemple, c'est sûr, vous mettez le doigt sur quelque chose. Est-ce que demain, on aura encore des profs? C'est-à-dire que... Eh bien oui, c'est la véritable question. Et là, je vous parle en tant qu'enseignante-chercheuse. Moi, je suis au contact de la jeunesse. Et ce que je vois, c'est une jeunesse de plus en plus, comme on l'a évoqué tout à l'heure, de plus en plus qui connectée et qui se laisse porter un peu. Au contraire, déconnectée de la réalité. Oui, déconnectée sur les écrans. Et connectée dans le virtuel. Ouais, c'est ça. Et c'est ça. Je trouve que c'est assez dangereux en soi, c'est assez effrayant, puisque la pensée critique, c'est aussi une forme de liberté. Si nous n'avons plus ça, dans ces cas-là, nous ne sommes plus libres. Donc, moi, je forme avant tout des esprits, je ne forme pas des chats GPT. Et moi, j'ai reçu comme bon nombre de collègues, notamment universitaires, des copies écrites avec des IA génératives. Donc ça pose la question aussi de l'évaluation, comment évaluer nos propres étudiants. Sauf qu'aujourd'hui, il y a des IA qui permettent justement d'effacer... Oui, alors nous, en fait, il y a Ils permettent de quoi? D'effacer quoi? Tu passes ton texte que tu as fait par l'IA et puis il te dit combien de pourcentage probable. Oui, alors là, il y a beaucoup de faux positifs. Il y a beaucoup de faux positifs. Oui, c'est un peu comme le Covid, c'est-à-dire qu'il y a faux négatifs, comme les vaccins. C'est-à-dire qu'en fait... ça a une valeur. Parce que moi, ça, je ne l'utilise pas parce qu'il y a moi, j'ai vu des textes sûrs qui étaient écrits à 100% par un humain. S'ils disaient c'est écrit à 100% par un humain. Ouais, alors moi, je parle... J'ai fait plusieurs fois l'expérience où alors, il y avait 1 ou 2%, mais c'était très... Le problème, c'est qu'on ne va plus jamais savoir qui fait quoi. C'est-à-dire qu'on va avoir des intelligences artificielles. C'est un sujet, un verbe complément, qu'est-ce qu'on peut dire si c'est écrit par un humain ou une machine? Tout à fait. Mais il y a eu notamment une tribune qui a été faite par des chercheurs donc aux États-Unis, des enseignants-chercheurs donc, qui s'étonnaient de ce qui était en train de se passer et qui disaient justement que la solution, c'était de revenir à des procédés archaïques, c'est-à-dire dissertation, papier, crayon. Mais c'est ça, c'est ce que je disais tout à l'heure. Et moi, j'ai une technique, comme bon nombre de collègues, c'est qu'on interroge nos étudiants sur le code qu'ils nous ont fourni, par exemple, sur un projet qu'ils ont fait. S'ils sont incapables de nous répondre, ça veut dire que ce n'est pas eux qui l'ont fait, tout simplement. Et ils le prennent bien? Pas tous.
le début, c'est oui, alors je me suis un petit peu aidée, Ouais. et puis on finit par en fait, j'avais pas le J'ai temps. un peu aidé l'intelligence artificielle, voilà. Et puis finalement, j'ai tout passé, voilà. Et notamment, moi, j'ai réalisé des expertises en juin sur un appel à projet de la Commission européenne pour les IA génératives. Il y avait sur la dizaine de propositions que j'ai pu expertiser, il y en avait 8 qui avaient été créées par des IA, en fait. D'accord. Donc, en fait, quand vous demandez des C'est financements... dramatique, quand même. Alors, quand vous avez un chef de projet qui est plus capable, finalement, de définir les objectifs de son projet, de définir un plan de financement, etc., après, vous donnez quand même des sommes, vous allouez des sommes qui ne sont pas négligeables, ça pose question. Et tout le danger est là, en fait. C'est tomber dans une société tellement feignante, cette société du confort, où on s'arroge finalement l'effort de tout passer par des IA génératives et de ne plus penser par soi-même. Donc l'IA façonne nos enfants. Oui, tout à fait. C'est ce que je décris d'ailleurs dans ce livre. Il y a un chapitre qui est dédié à l'éducation. Parce que derrière les IA, il y a le phénomène de ce qu'on appelle le filtre à bulles. C'est-à-dire que vous avez des algorithmes qui vont en fait vous exposer toujours à vos propres croyances, pour renforcer vos croyances. Et là, vous tombez non plus dans la liberté de penser, mais dans une forme de dogmatisme et d'idéologie. Et l'IA, dans le domaine de l'éducation, c'est exactement ça. C'est-à-dire que vous allez surentraîner un élève à certaines disciplines parce que ça va favoriser son engagement, etc. Donc, il va s'améliorer, par exemple, dans les disciplines qu'il aime bien, et il va, au contraire, être encore plus bas dans les disciplines qu'il aime moins. Mais ça, l'éducation nationale le fait déjà à travers ses livres. Pas forcément, parce que vous avez quand même des instituteurs qui veillent à ce que un enfant voie un programme et puis aille plus loin, etc. Et le renforcer, au contraire. Là, en fait, où l'enfant a des difficultés. Là, au contraire, on est dans une autre logique. Et cette logique du scoring, parce que l'IA dans l'éducation introduit derrière un phénomène de scoring, etc., finalement, où on note un individu par le score qu'il fait. Donc, en fait, c'est ce que je dis, le moi devient score. Et c'est ce qu'on assiste, d'ailleurs, même sur les réseaux sociaux. Quand vous avez, par exemple, certaines plateformes où certains disent « Ah, j'ai eu tant de likes, etc. » L'important, c'est ça, finalement. Excusez-moi. Ce sont des KPI, donc des indicateurs qui vont aller décider ce qui est bien et ce qui n'est pas bien. L'éducation, c'est tout sauf ça. L'instruction, c'est tout sauf ça. Être enseignant, c'est pouvoir, au contraire, relever ces étudiants, leur donner confiance en eux et leur permettre aussi d'avoir une oreille attentive. Une IA imite des émotions, mais n'a pas d'émotions par essence. Voilà. Alors, il y a aussi beaucoup de questions qui se posent quand on commence à s'interroger à cette IA. On a parlé du système économique, on a parlé des enfants qui sont façonnés. Moi, je voudrais aborder un sujet quand même où j'ai la sensation qu'on a besoin d'elle. C'est en matière de médecine. C'est-à-dire qu'en fait, je regardais un sujet il n'y a pas si longtemps où le Toubib disait « L'IA est capable de faire ce que je fais, je ne suis pas capable de faire ce que fait l'IA. » Et effectivement, c'est-à-dire que l'absence d'émotion peut-être sauver des gens. C'est-à-dire que lors d'une formation, une opération à court vert qui doit durer 30 heures, je ne sais pas, il n'y a pas la fatigue, il n'y a pas la sensibilité de la personne, ça va être chirurgical, comme on dit. Est-ce que ça peut aider ? On sait par exemple que on a des gens qui travaillent sur la possibilité pour les aveugles de recouvrir la vue. On va peut-être pouvoir recréer de la moelle épinière. Donc on se dit quand même que le champ de possibilités pour la médecine, c'est peut-être là où c'est presque le plus sexy. Bien sûr. Et alors moi, je vous rejoins totalement parce que je suis dans un laboratoire de recherche CNRS avec une équipe justement qui est spécialisée dans l'IA pour l'imagerie médicale. Et on voit des avancées grâce à l'IA, notamment sur la détection précoce de certaines tumeurs cérébrales. C'est la fin des radiologues, alors ? Non, parce que justement, je crois que c'est là la nuance. À la fin,
nous, on a fait le choix, comme d'autres équipes en France, de dire que ça reste toujours un être humain qui prend une décision finale, qui prend la décision finale. Une IA sait détecter des choses, mais elle présente un faisceau d'indices, etc. Mais pour autant, c'est toujours le radiologue qui a la décision finale. Vous pensez que ça va durer? Moi, je pense que ça va... Parce qu'on a vu des cas où elle a détecté des cas de lymphome, de cancer, de tumeur, alors que l'humain ne l'avait pas détecté. Tout à fait. Et ça, c'est une avancée spectaculaire. Et je pense qu'on a besoin de ça. Pourtant, il faut garder quand même à l'esprit qu'on a aussi quand même des faux positifs et des faux négatifs. Une IA n'a pas raison à 100%. Et alors, pourquoi il y a ces faux? Parce que, en fait, ce qu'il faut bien comprendre, c'est que les jeux de données sont réalisés sur un corps normalisé. Ouais. Donc, en fait, ce qui échappe finalement à la complexité... Alors qu'on est tous différents, quoi. Exactement. Et c'est pour ça que peuvent surgir, justement, des faux positifs, des faux négatifs, etc. Des problèmes d'aberration dans des circonstances qui sont imprévues dans le jeu d'apprentissage. En revanche, si on rentre les données de toute votre biologie, votre corps, etc., celle de François, l'intelligence artificielle va peut-être me dire, attention, toi, tu as des risques de faire ça dans les années qui viennent, de mourir comme ça, etc. Donc, et là, ce sera spécifique à chacun d'entre nous. C'est sûr que si on rentre pas vos données et pas mes données, on sera la même chose, alors qu'on n'est pas la même chose. Alors évidemment, on peut raisonner de façon prédictive, mais alors là, c'est un débat qui est sociétal. Oui. Est-ce qu'on a envie de savoir, vous avez 40% d'avoir un cancer, je ne sais pas, du côlon ou un truc comme ça? Eh bien, on va vous dire, vous avez 40% de chance d'avoir un cancer du côlon, donc ne mangez pas de fibres ou je ne sais pas quoi. Oui, dans les 40 prochaines années, etc. Mais à un moment donné, est-ce qu'on a envie de vivre dans cette espèce d'atmosphère où on... Anxiogène un peu. le problème, je crois que la vie est un mystère. Et si on commence à tout prévoir à chaque pas, et même nos erreurs, anticiper nos propres erreurs, mais ça sert à quoi de vivre en fait? Là où c'est dramatique, parce qu'on a tous, depuis qu'on est né, des cancers dans notre corps qui peut-être n'arriveront jamais. Donc si on nous trouve toutes les maladies possibles, ça va être infernal. Bien sûr. Ouais. Et par contre, il y a aussi quelque chose de dangereux, c'est que est-ce qu'on va pouvoir créer des maladies et créer des médicaments pour soigner ces fausses maladies, quoi? Parce que ça, c'est du business, le médicament. Créer des maladies, créer des vaccins ou des médicaments pour soigner ces maladies, je crois qu'on... Ouais. C'est déjà vu, hein. Sans vouloir... Bon, c'est quand même effectivement la vraie question finalement derrière la fin de l'humanité, c'est quelle société on a envie de vivre, quoi. C'est-à-dire que c'est juste ça. On a quand même d'un côté une prouesse, une avancée incroyable, c'est-à-dire qu'on fait des... Enfin, moi, je trouve ça dingue. Hein. Honnêtement, je trouve que l'intelligence artificielle est assez dingue. Après, il faut s'en méfier, effectivement, parce que ça fait un peu peur, en se disant... Et notamment... Alors, est-ce qu'il ne va pas falloir, peut-être, faire plus de pédagogie et apprendre aux gens à se servir de l'intelligence artificielle? Parce que c'est ce que je disais, j'écoutais, je crois que c'était le patron d'Adecco la dernière fois, vous savez, le truc d'intérim. Il disait, mais en fait, on va plus avoir besoin de spécialistes de telle chose, on va avoir besoin de gens qui vont apprendre à l'IA à se spécialiser là-dedans. Vous voyez ce que je veux dire? Est-ce que c'est pas ça qu'il va falloir Si, tout à fait. Je crois qu'il y a un devoir, il y a un besoin pédagogique, il y a aussi un besoin de vigilance active. Pour ça, il faut pouvoir informer les citoyens, d'abord, leur permettre de comprendre ce que c'est qu'un algorithme, ce que c'est qu'une intelligence artificielle, ses capacités et ses limites. Et je crois que ça, c'est une éducation populaire à mener avec des campagnes. Et là, en fait, où les pouvoirs publics sont complètement absents. Donner également un cadre réglementaire, un cadre éthique, un cadre législatif, un cadre politique à tout ça. Et aussi, et surtout, un cadre sociétal. Finalement, c'est ce que j'adresse dans ce livre, c'est la véritable question n'est pas technique. La véritable question, c'est qu'acceptons-nous, finalement, je le répète ici encore une fois, de déléguer ou non à des intelligences artificielles. Et ça, c'est à la société pleinement d'y répondre. Reprendre une forme de souveraineté sur la technologie. Parce que c'est aussi réaffirmer notre propre souveraineté et notre propre liberté. François, ainsi parlait ChatGPT. Est-ce que c'est devenu aujourd'hui
ton outil de travail avec lequel tu œuvres le plus dans pas forcément de travail. Tout à l'heure, j'avais un problème juridique, donc je l'utilise pour... par exemple, si je vais chez le médecin aujourd'hui, que je fais des analyses, on n'y comprend rien dans les analyses. Je le mets dans ChatGPT, il me dit exactement si j'ai des problèmes. Alors, je pense qu'il faut faire attention, mais jusqu'à présent, il n'y a pas eu d'erreur. Moi, je l'utilise vraiment dans la vie quotidienne. Imagine qu'il se trompe et qu'il dit « t'as pas de problème » et que finalement, t'en as un... Est-ce que tu as pensé à ça? J'étais voir le médecin aussi. D'accord. Donc, je vais voir le médecin. Mais donc, c'est marqué en rouge aussi sur le... Ouais. Donc, mais c'est en cela où je disais il fallait peut-être un peu de pédagogie. Toujours vérifier. Je peux toujours avoir la vérification. Parce que moi je suis désolé, mais moi je deviens fou. C'est-à-dire que nous, on poste des articles quotidiennement. C'est-à-dire qu'en fait, ceux qui les lisent ne les lisent pas. Ils lisent le titre, ils commentent. C'est-à-dire qu'on n'a même plus la curiosité. Est-ce qu'il ne faut pas, dès l'enfance, dire attention, vous avez un outil qui est formidable, mais un peu comme la voiture. C'est-à-dire que vous avez une voiture magnifique. En revanche, si vous n'apprenez pas à la piloter, à la conduire, vous ne pourrez jamais être dedans. Tout à fait. C'est cette éducation populaire numérique, je pense, qu'il faut que nous menions. Mais pour autant, il y a cette conception d'un espèce d'assistant personnel, et moi je le partage. Non pas alors en tant qu'enseignante, parce que moi je corrige mes copies, je fais mes propres sujets, etc. Pour autant, en tant qu'informaticienne, j'ai pu remarquer que ChatGPT codait très bien. Et parfois, ça permet quand même de pouvoir, au lieu de passer des heures et des heures sur un bug, sur un point particulier, de pouvoir démarrer plus rapidement. Mais il faut faire aussi attention au phénomène de désapprentissage, comme je l'ai souligné précédemment. Mais je pense aussi, surtout, qu'à un moment donné, il est vraiment primordial de s'adresser à la question de ce que nous souhaitons et de ce que nous acceptons, finalement. Est-ce qu'on accepte un simple assistant en veillant justement à une forme de pluralité? Parce que c'est bien de ça dont il est question, c'est de respecter une forme de pluralisme au niveau de l'information, etc. Si on confie à ChatGPT le pouvoir de dire c'est oui, c'est non, etc., et de se dispenser, de se faire l'économie finalement, d'aller rechercher, de pouvoir faire un décroisement avec d'autres références, dans ces cas-là, on n'est plus en capacité même de réfléchir. Par exemple, il y a quelque chose qui me... Parce qu'on va pas... Il faut savoir ce qui nous fait peur. Est-ce que c'est en matière de justice, de travail, de médecine, etc. Donc on peut lister de rapports humains, de sécurité, on peut tout imaginer, les informations, les deepfakes, etc. Mais est-ce que on ne doit pas finalement peut-être se dire que il faut... c'est trop tard. C'est trop tard, malheureusement, c'est trop tard. On a mis le doigt dans le pot de chocolat et apprendre à faire des recettes. C'est-à-dire qu'en fait, et apprendre à tout le monde à faire des recettes. Ça veut dire que, vous le dites dans votre bouquin, vous dites que l'intelligence artificielle, elle n'est pas neutre. Vous prenez le cas du A-level en Angleterre, etc. Donc, on sait qu'elle va de toute façon avoir vu qu'elle se nourrit de tout un tas de choses, elle va avoir à un moment donné son opinion, elle va vous ressortir l'opinion. Est-ce qu'il ne va pas falloir faire avec? Est-ce qu'il ne va pas falloir la contrer? Peut-être créer des IA qui contre les IA? Vous voyez ce que je veux dire? Et c'est pour ça que je reviens à Terminator au départ, parce qu'en fait, on se bat contre elle. Parce que quand François me dit qu'il y a des textes qui sont validés par des IA comme étant IA, alors qu'elle ne le sont pas, vous dites qu'il y a des faux positifs. Là, j'ai la sensation qu'on a 50 ans de merde quand même, que ça va être un peu le bordel partout. Parce que demain, on parlait d'avocats, on décide qu'un juge, c'est une IA. Ça a piqué les yeux quand même. Il y a déjà des systèmes prédictifs, notamment, j'en cite dans mon livre le système, le système Compass, qui est utilisé aux États-Unis pour aller prédire les risques de récidive. Oui. Parce que là, ça me rappelle le film Minority Report, avec on y est déjà. Parce qu'on s'est aperçu, il y a eu une enquête autour de ce système Compass, l'étude de ProPublica, qui a notamment détecté que ce système était principalement raciste, puisqu'en fait, il avait... si vous étiez... c'est les gens aussi qui l'ont fait travailler qui étaient peut-être racistes.
Donc ça, Non, c'est qu'en fait, il y a des problèmes de sous-représentation et que quand vous avez des classes qui sont sous-représentées, vous avez forcément une exacerbération au niveau des inégalités. Donc, et tous les systèmes sont formés comme ça. On prend le cadre de la santé, c'est un corps normalisé. Tout comme finalement ces données autour de la justice qui sont également normalisées. Donc il y a des problèmes qui résident dans les biais de données. Allez, l'IA n'est pas neutre, l'IA n'est pas impartiale. Si déjà on fait ce constat-là, c'est déjà présenté à la société, non pas... Donc toujours un outil. Oui, jamais avec certaines limites, avoir conscience finalement de certains biais et prendre le réflexe de se dire que ce n'est pas la pensée unique pour ne pas aboutir à une forme de pensée dominante. On est déjà dans la pensée unique. Quand on voit les chaînes d'information, quand on voit que si on n'est pas d'accord... Non, en ce moment, au contraire, je trouve que nous, qui travaillons dans les médias, je trouve qu'on n'a jamais eu autant de chaînes qui se foutent sur la gueule, qu'on des... Alors, elles ont dans leur chaîne la pensée unique, mais il y a au moins des chaînes qui se battent. Alors qu'à l'époque, il y avait une pensée unique. Je te rappelle que quand on était sous De Gaulle, c'était la dictature absolue. Une chaîne de télé, et on vérifiait ce qui était dit au journal télévisé. Alors, les de gaullistes vont me sauter dessus, mais c'était un peu ça. Donc voilà, aujourd'hui, on a des courants de pensée à droite, on a courants de pensée. La seule problématique, c'est qu'on n'a plus le milieu. Ouais. Donc voilà. Et ça, c'est... Il n'y a pas de confrontation d'idées. Et voilà. Et est-ce que, par contre, l'IA va pas encore plus cliver tout cela ? Tout à fait. Ça va encore plus polariser le débat public. Et c'est d'ailleurs ce dont on assiste notamment sur certaines plateformes comme Twitter, etc., où vraiment on voit une polarisation du public autour de deux grands courants de pensée, finalement, où la nuance, où la complexité sont totalement occultées. Et je pense que le danger, il est là. C'est-à-dire aboutir mais tout dans notre société nous conduit à faire ça. Pendant la crise sanitaire, on a eu les pro-vax, les anti-vax. Ensuite, ça a été les pro-Ukraine, les pro-russes, les anti-russes, etc. À chaque fois, on doit être pour, à chaque fois, on doit être contre. Est-ce qu'à un moment donné, on ne pourrait pas dire ça, c'est pas l'intelligence artificielle qui nous a donné ça, c'est nous-mêmes. Il y a aussi ce biais elle exacerbe tout ça. C'est-à-dire qu'en fait, elle y va quand même... Il y a ce biais idéologique qui est promu justement par ces plateformes. Donc, on ne peut pas déresponsabiliser le rôle finalement de l'intelligence artificielle sur ces questions. Ça va être terrible dans l'histoire, parce que imaginons qu'on refait toujours l'histoire du côté des vainqueurs, mais dans 50 ans, comment on parlera de nos événements ? On pourra très bien faire des nouvelles images d'archives. Exactement, manipuler l'information, mais je crois ça se fait déjà. Mais on manipule l'information, ça c'est sûr déjà. Mais quand je te parlais tout à l'heure du film avec Bayrou, etc., et Macron et tout le gouvernement, là, ça me faisait marrer. Mais il y a des gens qui vont prendre ça pour argent comptant et qui vont dire « Ah, t'as vu, l'autre, c'est la merde, ils sont en maillot de bain, ils font la fête. » Parce qu'il y a des gens comme ça, qui le prennent comme ça pour argent comptant. Est-ce que le danger... Alors, déjà... on a une inégalité économique, on a de plus en plus de riches et on a de plus en plus de pauvres. C'est-à-dire qu'il n'y a plus la middle class, elle se creuse de plus en plus. Des riches de plus en plus riches. Oui, et des riches de plus en plus riches. Mais il y en a aussi de nouveaux. Il y en a aussi de nouveaux qui arrivent avec la tech, etc., justement. Ouais. Mais est-ce que ça ne va pas être les riches qui vont diriger le monde ? Parce qu'aujourd'hui, les riches de la tech, c'est eux qui codent, c'est eux qui font. À un moment donné... Il y a l'immortalité derrière tout ça aussi. Oui, tout à fait. Mais c'est ce qu'ils veulent. Ça fait peur, moi, c'est ça qui me fait peur. Ils veulent devenir immortels, c'est ça le problème. Fait, on a entendu Poutine avec Kim Jong-un là, qui en parlait. Donc. Mais... alors on peut comprendre. Alors moi, je peux comprendre que certaines personnes, comme Laurent Alexandre, par exemple, aient peur de la mort, mais je pense que la vie ne vaut d'être vécue que s'il y a la mort derrière. Et le plus tard possible. C'est ce qui la rend savoureuse, quand même. Moi, j'ai pas. C'est le sel de la vie. Alors, moi, j'aimerais vivre 200 ans, peut-être pas plus. Peut-être. Moi, j'ai pas envie de me dire. 200 ans, si tu es en France, c'est que tu vas bien. Tu vas au Bangladesh ou tu vas en Syrie ou à Gaza, là, si tu veux, que tu es une petite fille qui vient de naître. Je suis pas sûr qu'elle veuille vivre 200 ans. Oui, alors moi, je me pose la question, à quoi ça sert de vivre ? Alors, ça sert bien sûr de vivre, mais à quoi ça sert de vivre 200 ans ou 1000 ans, etc. Je sais pas. Alors moi, très sincèrement, je ne me suis pas posé encore cette question-là. Non, ce qu'il faudrait, c'est mourir en bonne santé. Voilà. Qu'on arrive à mourir en bonne santé. De vieillesse. Si vous êtes malade pendant 5 ans, ou alors estropié, etc., je vois pas très bien l'intérêt. Alors sans tomber dans des discours... mais voilà, de toute façon...
la question de savoir finalement s'il va y avoir un creusement des inégalités sociétales, évidemment, parce qu'on le voit déjà de toute manière. On est dans une société où finalement on cultive ces clivages économiques, ces clivages socioculturels, etc. Et donc, évidemment que demain, ces clivages seront exacerbés. À qui va profiter l'IA ? Eh bien, ce sera toujours aux mêmes, finalement. Ce sera aux très riches. Et finalement, toute la population, elle, tombera finalement sous l'égide, voilà, de ces sociétés. D'un Elon Musk, déjà. Oui. Donc, voilà, Donc finalement, on revient au monde féodal avec les serfs et les... Et bien sûr, exactement. On réinvente Voilà. finalement une période de l'histoire que nous avions déjà vécue. Dans quelques instants, je vais vous parler des rapports humains que va engendrer l'intelligence artificielle. Avant cela, vous allez, je le disais, vivre pas mal de choses avec BTLV. Regardez plutôt. Le mardi 27 janvier 2026, au Forum 104 à Paris, préparez-vous à vivre une soirée exceptionnelle, spéciale médiumnité et astrologie. Henri Vigneault, médium hors du commun, canalisera pour vous, en direct et sans filet, des messages de vos chers disparus. Valérie Tenza d'Armondi, astrologue chevronnée, vous dévoilera ce que les astres ont à vous dire pour 2026. Elle canalisera également des informations sur votre chemin de vie. Rendez-vous le 27 janvier 2026 pour vivre une soirée inédite au Forum 104 à Paris. Inscription sur btlv.fr ou via le lien dans le chat. Place limitée. Voilà, j'espère que vous serez avec nous pour cette soirée du 27 janvier. Voilà, ce sera l'occasion, bien évidemment, de vivre un moment hors du commun dans ce monde de brut. Il y a aussi la spiritualité et on aime, bien sûr, vous y plonger avec BTLV. C'est un live un peu particulier sur l'intelligence artificielle, Illusion d'avenir. C'est un bouquin d'Emmanuel Darl que vous avez ici. Voilà, les dangers de l'intelligence artificielle chez Résurgence, dans la collection Débat sociétal. Et puis, il y a le bouquin de notre ami François Lémier, ainsi parlé ChatGPT. Vous arrivez, bienvenue. De toute façon, il y a le replay. Je rappelle que vous pouvez mettre des likes, mais aussi appuyer sur le bouton pour savoir quand est-ce qu'on vous met la cloche, quand est-ce qu'on vous met les émissions en direct, quand on les poste. On va donc parler maintenant dans cette émission, et ce sera le dernier chapitre de cette émission, des rapports humains. Je lisais il n'y a pas longtemps que les ados avaient de moins en moins de rapports humains, malgré toutes les applis de rencontres, etc., qu'ils se fainéantisaient sur le rapport humain, que finalement, tout ce qui était artificiel leur convenait. On fait moins d'enfants, 1,6 enfants en France aujourd'hui, donc il y a une démographie qui s'appauvrit. Les gamins veulent plus se rencontrer, ils sont tous copains en ligne, mais ils veulent pas se voir. La sexualité a baissé chez les jeunes aussi. Donc, est-ce que c'est parce que c'est dramatique ce qui va se passer là ? Oui, là, en fait, on est en train de fabriquer finalement un homme algorithmisé. C'est plus l'homme augmenté, c'est l'homme diminué. C'est l'homme diminué, oui. C'est-à-dire en tout cas, au rapport humain, oui, pour les rapports humains, oui. Tout à fait, c'est un homme robotisé et donc finalement où la frontière entre la réalité et le virtuel s'efface peu à peu. C'est très compliqué, je pense. On est face à une jeunesse qui a vécu des traumatismes à cause de la crise sanitaire. Alors certains diront que le confinement c'était génial, etc. Non, il y en a qu'on a chié. Ce qu'on a vu, et c'est au niveau des chiffres, on a vu des augmentations de la souffrance, des gestes suicidaires, notamment une augmentation de plus de 300%, plus de 299% exactement selon les rapports de Santé publique France. Donc on est face à une jeunesse de plus en plus en déperdition et qui s'enferme évidemment dans un monde virtuel. Les jeux vidéo, les tablettes, etc., les jeux en ligne en font partie et deviennent finalement le quotidien. Donc évidemment, ça peut créer des dissonances cognitives et une dystopie, une forte dystopie. Alors, à la réponse à ça, moi j'ai envie de dire, c'est aussi le rôle des parents de dire stop. C'est aussi le rôle des parents. Ils ont déjà du mal à leur dire lâchez le téléphone. Il y a un abandon familial et je peux comprendre que la question reste difficile. Je suis moi-même mère de 2 enfants qui ont la fâcheuse tendance
à prendre la console, à prendre la tablette, etc., sans arrêt. Je deviens le gendarme au quotidien, je me fais le gendarme. Et j'imagine, bien sûr, que ce qui m'arrive à moi arrive aussi à d'autres familles. Alors ça a l'air de bien fonctionner parce qu'ils sont là en coulisses, et j'en vois une qui est sur un bouquin et l'autre qui est sur un Rubik's Cube ou quelque chose comme ça. Donc ça veut dire qu'ils ont lâché leur portable. Parce que là, ils sont sages. Ils sont sages. Mais c'est pas tous les jours le cas. Ouais. Mais c'est vrai que c'est pas simple. Puis c'est non, la facilité aussi pour les parents. C'est pas simple. Et puis derrière, il y a aussi, je crois que c'est aussi, on vit dans une époque finalement où il y a beaucoup de familles monoparentales aussi. Il y a une explosion des familles monoparentales. Les femmes ne peuvent pas tout faire, les hommes ne peuvent pas tout faire tout seuls. Et justement, est-ce qu'on va vers un monde où on va fabriquer des enfants? Ça, on en parle beaucoup. Moi, c'est ce que je redoute. Est-ce que c'est un monde ça y est, j'ai écrit un article il n'y a pas longtemps, c'est-à-dire qu'on a trouvé le moyen de fabriquer des enfants. Donc, c'est juste. Alors maintenant, est-ce que ça va être. Mais en tout cas, des chercheurs ont réussi à trouver. Avec des utérus artificiels. C'est moins de souffrance pour les femmes, parce qu'il y a des côtés positifs. Mais c'est ce qu'il disait. Il disait que pour certaines femmes qui ont des problèmes, etc., on va pouvoir faire des enfants. Je crois que la maternité est avant tout aussi une expérience. Quand vous portez un enfant en vous-même et que vous lui donnez vie, c'est une expérience. C'est l'accouchement qui est une expérience aussi. Hein, bien sûr. Pour les femmes surtout, parce que les hommes, eux, ça va, mais alors les autres. Qui reste douloureuse, parfois difficile, mais c'est aussi une expérience de vie extrêmement belle. Oui, bien sûr. Et c'est ce qui fait aussi toute la beauté de cette expérience. Donc je crois, moi je veux bien qu'on aille... Aller chercher son enfant dans une usine, ça peut être aussi très émotionnel. Non. Je trouve ça terrible en fait. Moi aussi, alors ça pour le coup, là c'est un monde dystopique qui me fait peur, mais alors c'est la servante écarlate quoi. Donc, voilà, là, moi je suis ta personne, hein, très sincèrement. Est-ce que vous êtes confiante quand même? Parce que là, il y a des moments quand je vous entends parler, vous freinez des deux pieds en disant oh là là, faut pas aller là-dessus. Mais est-ce que vous êtes confiante? Moi je trouve qu'on va trop vite. On est dans un monde qui va de plus en plus vite. Et je crois que aussi c'est pour ça que notre jeunesse est délaissée. C'est-à-dire qu'on impose finalement une espèce de rythme qui est insoutenable à des familles. Faut toujours être dans la performance, etc. À un moment donné, je pense que la question de la lenteur doit être posée. Est-ce qu'on n'aurait pas tout intérêt à ralentir? Et on va... là, on parle d'utérus artificiel. Demain, on parlera d'enfants augmentés avec des puces, etc. Mais est-ce que c'est vraiment le monde? Ah non, moi je veux pas ce monde-là. Donc c'est ça la véritable question. Et finalement, ce qu'on voit, c'est que on n'est même pas interrogé sur ça. C'est surtout finalement ces grandes entreprises ou une caste globaliste qui répond à ces questions à notre place. Il est là le véritable problème. Est-ce que dans quelques années, des gens pourront vivre comme les Robin des Bois autrefois, sans téléphone, sans tablette, sans... Je crois qu'il faut inventer un espace de résistance. Il y a déjà des initiatives qui sont faites à ce niveau-là. Il y a aussi un mouvement, le mouvement low-tech qui est en train, qui émerge au fur et à mesure. Il y a des initiatives, notamment dans le sud-ouest de la France, à ce niveau-là. Je crois qu'il faut réinventer des espaces de débat, il faut réinventer des espaces où on se permet de prendre le temps de réfléchir. Et ce qu'on voit, par exemple, sur les voitures, vous savez, aujourd'hui, il y en a qui en reviennent à des voitures de moins en moins, avec de moins en moins de technologie, des voitures beaucoup plus réparables, etc. Parce que c'est aussi pour des questions de coûts économiques. Bien sûr. Donc, je crois qu'on va avoir affaire à une fracture au niveau de la société. Il y aura vraiment ceux qui voudront aller toujours plus vite et ceux qui voudront peut-être ralentir d'un pas et qui commenceront peut-être à refaire tout ça. Et qu'est-ce qu'on fait des problèmes écologiques? Ça, on n'en a pas parlé, mais ça dépense beaucoup d'énergie, tous ces serveurs. Alors, oui, ça, je suis. Enfin, ça s'améliore. C'est juste, ça s'améliore énormément. Mais malgré tout, si on arrête certaines industries, on va peut-être arriver à contrebalancer. Je sais que on pollue beaucoup. Peut-être que l'intelligence artificielle va nous permettre de moins polluer. Enfin, je sais pas. Hein. Donc. Oui, ça laisse une empreinte carbone importante. Il y a des experts qui disaient que entraîner un modèle, ça équivaut en fait à 300 vols aller-retour Paris-New York. Parce que c'est beaucoup quand même. Oui, ça fait beaucoup, mais quand vous avez on nous emmène avec toute petite voiture à Paris de données, ça laisse. Après, moi j'ai du mal en fait avec ce discours-là de dire on va toujours culpabiliser finalement le citoyen et puis on va laisser finalement le géant faire un peu ce qu'il veut.
En France, on nous dit, voilà, il faut faire ceci, il faut faire cela, alors qu'on représente même pas 1%, on va dire, du problème, quand l'Inde ou les États-Unis représentent plus de la moitié, finalement. Bon, moi, j'ai un peu de mal, si vous voulez, avec, voilà. Pour moi, je ne suis pas climato-sceptique, mais je m'interroge beaucoup sur ces changements climatiques. Pour l'IA, il n'y a pas de problème. Personne ne se pose la question, vraiment. L'IA, en fait, c'est du dogmatisme. Si vous posez la question à une IA, est-ce que finalement un changement climatique existe, elle occultera certaines réponses de certains spécialistes qui vous disent, non, en fait, ce sont des cycles. Et puis finalement, c'est peut-être pas sûr. Ce qui est sûr, c'est qu'on assiste plus à un dérèglement climatique, un changement climatique, parce que c'est vrai que les orages sont de plus en plus violents, la chaleur est de plus en plus short, mais quand on regarde l'histoire, alors on va être traité de complotiste, on s'aperçoit qu'il y a des cycles et que après... Les gens sont formatés. Je voyais Télématin, il y avait un chercheur qui était venu avec un crocodile du Jurassic Park. Et il y avait la fille de la météo de Télématin qui disait « Mais alors, par rapport au changement climatique, est-ce que ça a joué, est-ce que vos connaissances du fait de connaître le crocodile du Jurassic ?» Et j'ai vu le chercheur qui l'a regardé, il ne savait pas quoi répondre. Mais non, mais bon, parce qu'aujourd'hui, de toute façon, tout est... les gens sont obligés... réchauffement climatique. Dès qu'il y a tu travailles à la météo, tu es obligé de poser ce genre de questions. Là, on dévie du sujet, on va... Non, ça rejoint quand même le formatage. C'est le dogmatisme. Moi, je parlais pour le climat, c'est l'énergie que dégage l'IA. Non, mais ce que vous avez dit, ce qui est vachement inquiétant, c'est que l'intelligence artificielle va occulter certaines réponses de certains contradicteurs. Bien sûr, c'est exactement ça. Donc on va encore plus cliver, c'est-à-dire qu'en fait... ça. En fait, on va vers une donc on leur rend le monde d'en haut, le monde d'en bas, c'est Mad Max, c'est-à-dire qu'à un moment donné, on va arriver à ça. C'est un conformisme, en fait, de la pensée. Et c'est ça qui, en soi, c'est véritablement dangereux. Mais c'est aussi, finalement, si vous prenez certains régimes totalitaires, l'URSS, le nazisme, c'était la pensée unique. Ouais. Et c'est comme ça, finalement, que peuvent s'exprimer, finalement, ces régimes totalitaires. Donc oui, l'IA... l'IA, de par sa nature, possède une dimension totalitaire. C'est-à-dire que l'IA est un régime totalitaire elle toute seule, quoi, c'est ça. Donc, je pense que très sincèrement, quand la pensée finalement... Pour qui le contrôle aussi, parce que on n'a pas répondu à ma question, qui contrôle tout ça? Mais qui contrôle, ce sont les géants de la tech, et puis certaines castes. Mais est-ce qu'il la contrôle vraiment, cette IA? En fait, dans la mesure où il... Parce que la question que je vais vous poser, elle est simple. Est-ce qu'on peut débrancher la prise aujourd'hui? Non, on ne peut pas débrancher la prise. Donc on ne la contrôle pas. Il nous a, je veux dire, on s'est laissé dépasser. Mais donc on ne la contrôle pas. On ne la contrôle pas, mais ce sont en fait des... Il y a des garde-fous peut-être, mais... de la tech qui la contrôlent, parce que c'est eux qui captent vos données. Google capte 8,3 milliards de requêtes par jour. 8,3 milliards. C'est un truc de malade, ça. En fait, quand vous avez finalement des géants, quand vous avez 5 géants qui captent l'ensemble des données, qui ont à disposition l'ensemble des ressources matérielles au niveau du cloud, etc., pour entraîner des modèles, et que derrière, on vous dit « la France va investir 100 milliards, on va dire sur plusieurs années, dans le domaine, par exemple, du cloud computing, etc., dans le domaine de l'IA, pour pouvoir essayer de contrecarrer, finalement, acquérir une forme de autonomie. Ouais. Et c'est impossible. Bon, déjà, on n'a pas l'argent. On n'a pas l'argent. Parce que déjà, les comptes sont à vide. Enfin, sont à zéro. Mais au-delà de ça... Avec la crypto-monnaie, avec de l'IA, on peut peut-être... rembourser les caisses. Oui, non, mais le problème, c'est qu'on peut toujours trouver... Alors moi, il y a un truc que je trouve génial dans l'homme quand on regarde l'histoire de l'humanité, c'est qu'il a toujours trouvé des moyens de contourner les obstacles. Ce qui était, en fait, une autoroute de savoir, de compétences que représentait l'IA, on a la sensation que ça devient un obstacle. L'homme va-t-il avoir la ressource de contourner cet obstacle? Certains disent non, parce qu'ils disent que l'intelligence artificielle est plus forte que l'humain. Et le problème, c'est que quand je dis est-ce qu'on peut débrancher la prise, c'est-à-dire que même si on débranche tous les systèmes informatiques, on a la sensation que les systèmes eux-mêmes vont aller chercher de l'énergie en disant, ça me rappelle le film 2000 ans Odyssée de l'espace où en fait le robot, enfin l'ordinateur prend le contrôle, quoi. Donc voilà, à un moment donné. Mais j'ai envie de dire que on s'est aussi laissé faire par dans cette guerre. On a été feignants, on s'est laissé porter. Artificielle, mais parce que derrière il n'y a pas eu de volonté politique également
d'imposer des règles. Quand vous voyez aujourd'hui l'administration française qui est soumise finalement à Microsoft de par les outils bureautiques qu'elle utilise, ça pose des grandes questions, déjà au niveau de la confidentialité des données. Quand vous voyez par exemple des applications comme le Pass sanitaire dont les données transitaient sur les serveurs Google avec l'aval de la Commission européenne, ça pose la question finalement de ce qu'on autorise finalement. Mais nous, en tant que citoyens, à quel moment est-ce qu'on a été interrogés là-dedans ? Jamais. Donc oui, ça pose la question de la souveraineté, on va dire, européenne, mais ça pose aussi la question de la souveraineté en tant que sur nous-mêmes. C'est à un moment donné... Sommes-nous souverains de nous-mêmes, quoi, c'est ça ? Oui, la véritable question, c'est ça. Parce que là, en fait, on a affaire à une forme de conscience artificielle qu'on souhaite nous imposer pour mieux nous contrôler. Et on peut aboutir, et on va aboutir inéluctablement à une forme de crédit social à la chinoise, comme ce qu'on connaît en Chine, etc., avec tout un écosystème qui est déjà prêt. Et dans cet écosystème, évidemment, il y a certaines entreprises qui vont tirer leur épingle du jeu. Donc là, je pense que là où est le défi, où est le challenge, etc., c'est à un moment donné exiger, parce que le peuple doit exiger. C'est pas juste un droit, c'est qu'il doit exiger. Il n'est plus vraiment souverain, le peuple, malheureusement. Moi, sauf s'il prend les armes. Donc, si on lui dit qu'il est plus souverain, il ne sera plus souverain. Si à un moment donné, on lui dit, oui, vous avez le droit d'exiger, parce que c'est une question de confiance aussi, que le peuple exige à un moment donné un débat public, mais pas que sur l'IA, sur d'autres domaines, qu'il se réempare de l'espace public, de l'espace du débat. Bon, écoutez, vous l'aurez compris, ce sujet fascine et est fascinant parce qu'effectivement, il parle de nous, de notre avenir, de notre futur. Et j'ai eu le plaisir d'en parler ce soir avec Emmanuel Darle. Regardez, je vous invite à vous procurer ce bouquin. Et c'est une trilogie, donc il y en a 2 avant, c'est ça ? Et il y en a un autre qui va arriver ou pas ? Oui, il y en a un qui va arriver sur l'IA militaire, les cyberguerres et l'IA quantique. Donc c'est le tome 2. Et le 3e tome, donc, qui sera plutôt orienté à cette forme de digression philosophique, justement, où j'aborderai plus longuement la gouvernementalité algorithmique. François Lémier est avec nous également, ainsi parler de ChatGPT, dialogue avec un esprit artificiel. Bien sûr, c'est à lire aussi, si vous avez envie d'en savoir plus sur cette IA qui fait les beaux jours aujourd'hui du monde, ou les mauvais jours pour certains. Merci à vous de nous avoir suivis. On a été ravis, bien sûr, d'être en direct. Info direct, je vous rappelle, nous sommes actuellement en train de voguer sur les flots de la Méditerranée pour la croisière du mystère et de l'inexpliqué, mais on se devait de vous offrir ce pseudo direct. Merci d'avoir réagi sur les réseaux sociaux. N'hésitez pas à le faire. Je répondrai, je le dis régulièrement, à toutes les questions, les invectives, les insultes, je réponds à tout le monde. Donc, j'ai l'habitude depuis 14 ans. Merci de nous soutenir. Pour nous soutenir, je le rappelle, regardez ce qu'il y a en ce moment. Il y a le mois Black Friday jusqu'à la fin du mois. C'est l'occasion de garantir l'existence d'un média libre et totalement indépendant. Donc, on a besoin de vous. Portez-vous bien. Merci à Valentin qui a préparé d'une main de maître cette émission, qui court partout, qui se fait des cheveux, qui les perd d'ailleurs de plus en plus. À bientôt. Ciao. Depuis la nuit des temps, l'homme s'interroge. Qui sommes-nous vraiment ? D'où venons-nous ? Sommes-nous seuls dans l'univers ? Les ovnis, preuve d'une présence extraterrestre ou secret bien gardé ? That we have in fact recovered discs of unknown origin and craft of unknown origin, that we have the material, that we have bodies. Le paranormal, une illusion ou une réalité qui nous échappe ? On est là dans ce cadre vraiment romantique et énigmatique où tout se prête à enflammer l'imagination des visiteurs. Et donc c'est vrai que quand on approche à pied de cette magnifique demeure, on se dit que ce château est un refuge idéal pour les créatures d'outre-tombe. L'archéologie mystérieuse. Et si notre passé était différent de ce que l'on croit ? Si on se dit que c'est un jumeau du Christ, ça implique quand même 2 choses vraiment importantes. Ça veut dire que d'une part, le mythe de la résurrection caduque, il n'existe pas.
et que Jésus serait donc bien mort sur la croix. La spiritualité, une porte vers une autre réalité. Le monde des Templiers, ce n'est pas juste de l'ésotérisme, c'est vraiment un monde magique. Et quand je dis magique, c'est avec tout le sens qu'il faut donner à ce mot. À la frontière du connu et de l'inconnu, une seule mission, découvrir la vérité. On va aller de découverte en découverte, de surprise en surprise, et même sur des faits qui dépassent l'entendement. BTLV, explorez l'inconnu, découvrez l'inattendu.